Ouais, j'ai cliqué. Ok. Ok, là, ça enregistre. Je reprends la question alors. Oui. Alors, si on estime que la conscience aurait des propriétés mathématiques, en d'autres temps, pour la représenter mathématiquement, ou sous un pan physique, est-ce du fait que la conscience pourrait subirait les différents états de la matière, à savoir la solide, liquide, gazeux, ou du moins, elle subirait les différentes propriétés de la physique, à savoir la température, la structure, l'atomisation et la pesanteur. Alors, moi, je peux te dire, je peux présenter ma propre théorie de la conscience. Bien sûr. Je suis en train de travailler sur la théorie de la conscience. J'ai des idées assez précises sur la conscience, en fait. Là, ce qu'on a développé là, c'est la possibilité et la potentialité de différentes théories en physique et même dans la neurochimie et dans la philosophie de ce sens plus large. Et alors, de ce fait, ces théories-là ne sont pas mes théories. Par exemple, cette vision de la réalité, c'est une vision kantienne, et freudienne, qui fut aussi améliorée et précisée par Freud. Et sous le leadership des intuitions de Freud, nous sommes aujourd'hui, on opère aujourd'hui en neurosciences et dans toutes les approches disciplinaires qui prétendraient aborder la question de la conscience, dans cette vision dans laquelle la conscience est sujet de la science et objet de recherche scientifique, mais on a un dualisme. On a une dualité entre la réalité spirituelle et matérielle. Et plus précisément, c'est la théorie de la conscience. C'est une des variantes, c'est le groupe catégorique des métaphysiques dans lesquelles nous avons une espèce de neurochimie de la conscience. On pourrait mettre en parenthèse neurochimie mécanique de la conscience au sein des théories qui potentiellement seraient des théories émergentes de la conscience, dans laquelle la conscience est une conséquence de la structure de la matière et elle émerge du fait de la complexité de la matière. La matière, dans sa complexité, dans sa structure, a des possibilités de rendre certains objets conscients dans la mesure où la complexité et la structure correspondent aux critères d'un mécanisme neurochimique de la conscience. Donc, ça, c'est une forme de dualisme. En réalité, c'est une forme de dualisme. Et nous avons d'un côté la réalité matérielle, ordinaire, qui n'est pas consciente. Et on a certaines formes de matière qui ont une essence en plus consciente. Et donc, on a un monde psychique, un monde spirituel qui est émergent, qui est tout à fait séparé de la réalité matérielle. Notamment dans les phénomènes du rêve, des représentations psychologiques, hallucinogéniques, que le cerveau est capable de produire par le résultat d'interaction avec certaines caractéristiques de neurochimie. Notamment, par exemple, les hallucinogènes, notamment, par exemple, le rêve, les activités, les facteurs neurochimiques qui sont liés au mécanisme du sommeil, l'apprentissage, le mécanisme subconscient de l'apprentissage, le sommeil, les phases de sommeil REM, l'utilisation de drogues, LSD, etc. Nous avons
des composants neurochimiques donnant lieu à des représentations phénoménologiques qui sont attribuables à la conscience, qui sont des manifestations de la conscience totalement séparées du monde matériel extérieur. Voilà, et pour le coup, il y a des raisons de contester cette théorie. Donc pour résumer, on a énormément de raisons de contester cette théorie, notamment où ce genre de catégorie de théorie, ce groupe de théories qui ont ces critères d'une mécanique neurochimique, d'une conscience émergente à partir d'un monde matériel unanime et inconscient. Par exemple, nous avons vu que dans cette vision du monde, les catégories d'objets ne sont pas conscients et il y a un niveau de complexité, de structure physique où les objets deviennent conscients. C'est en contradiction avec les autres phénomènes que la physique prétend expliquer, notamment la stabilité de la matière. La stabilité de la matière et les états thermodynamiques de la matière. Les états thermodynamiques de la matière, où nous avons les phases solides, liquides, gaz et notamment plasma, la phase plasmique de la matière, où nous avons des différences de degrés. À chaque fois que la structure change, elle évolue dans un continuum et les caractéristiques sont communes et diffèrent seulement en degrés. C'est vrai par exemple dans la thermodynamique, et dans tous les phénomènes physiques, mais magiquement, quand il s'agirait de la conscience que nous voulons croire comme étant potentiellement appréhendable par les moyens de la science et que nous considérons comme étant sujet de la science, n'est pas en accord avec une progression continue des caractéristiques qui la représentent. Par exemple, il y aurait des organismes, il y aurait des structures moléculaires, il y aurait des particules fondamentales qui ne seraient pas conscientes, mais dont les arrangements structurels, la géométrie, la forme, la complexité donneraient lieu magiquement à la conscience à un niveau critique. Ce qui est en contradiction totale avec tous les autres phénomènes physiques dont nous avons pu exemplifier par les phases de la matière vis-à-vis de la thermodynamique, notamment l'augmentation de la température, etc. Bon, ben du coup, mais là je vais te montrer, vraiment ma théorie de la conscience. Lâche-toi. Et là, c'est chaud. Tu es trop hésitant là. C'est chaud. Quand même de couper la vidéo à cause de ça. Tout à l'heure, tu étais naturel, tu détachais avec ta soeur. Là maintenant, tu es crispé, tu m'as l'air. Je suis trop crispé là, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude en fait. J'ai pas trop l'habitude. Non, mais c'est ta vidéo, ça reste dans ton ordinateur, avec ton téléphone. Non, je vais le poster. Mais du coup, voilà ma théorie. Alors, moi ma théorie, c'est tout simplement, elle part d'un postulat simple. Donc, le premier postulat, c'est. Bon, alors, vu qu'on a déjà vu ça, je vais enlever ça. Et donc, là, du coup, on va mettre en évidence, on va développer une théorie de la conscience. Le premier postulat qu'on va mettre en évidence, c'est l'hypothèse de la tête coupée, ou alors plutôt le paradoxe de la tête coupée. Non, plutôt l'hypothèse de la tête coupée. L'hypothèse de la tête coupée. Donc, alors, on va prendre l'exemple de la guillotine. La guillotine, de façon témoignage anecdotal, on a des patients, on a des victimes de la guillotine qui sont des condamnés. Et le condamné, la guillotine passe très vite, et du coup, on a une force, une pression capable de sectionner la tête et en même temps de garder toujours
la circulation active. Donc, la destruction structurelle des cellules qui composent le corps n'est pas au point de bloquer la conscience. La personne est toujours vivante quelques secondes après la cléotine. Et donc, la personne est consciente. Or, la personne possède un cerveau entier. Et donc, l'afflux du sang, du fait de la vitesse du découpage, en fait, la personne est encore consciente parce que le sang est toujours en activité. L'effet, la déconnexion de l'afflux principal du sang, qui est le cœur et le reste du corps, cet effet est retardé. On a un effet de retard, et donc pendant un court instant, la tête est consciente, totalement étant indépendante, séparée physiquement du corps. Donc, on a la conscience. N'est-ce pas? Donc ça c'est la direction, c'est la direction horizontale. C'est la coupe horizontale. La tête est coupée de façon horizontale. Section horizontale. Du coup, on a la coupe verticale. La coupe verticale. Et c'est là où la problématique est plus ou moins la problématique est plus ou moins mise en évidence. Donc pour mettre en évidence la problématique, et là où il y a un paradoxe, c'est de supposer que la coupe est parfaitement verticale. Donc on aurait une section, on a une section verticale. On a une section verticale du corps. Et donc, on a une partie du corps qui serait à droite, par exemple, on va dire la droite du corps et la gauche du corps. La gauche du corps ici. Alors, le mystère, et c'est pas tout un mystère, il est tout à fait évident que pour les raisons. Alors, quelles sont les raisons de ce phénomène? Pourquoi la personne est consciente ici pendant, je pense, on raconte que on a des condamnés à la guillotine conscients pendant 15 secondes après la découverte. Donc, on a une conscience de 15 secondes. Alors ici, quelles sont les raisons? Les raisons notamment, c'est l'afflux du sang, l'afflux sanguin. L'afflux sanguin. L'afflux sanguin, les calories, par rapport à la vitesse, la vitesse du découpage, La vitesse du découpage a laissé, et la précision du découpage, la précision atomique, il y a une précision atomique dans le découpage. Précision atomique. Bon, disons moléculaire, pas atomique, précision moléculaire. Pourquoi? Bah, précision atomique, c'est comme si tu as fondu un atome. Si tu fondais un atome, ça devait faire une explosion. Merci. Or, tu peux fondre au niveau moléculaire, au niveau cellulaire. Précision moléculaire ou cellulaire. Bon. On suppose que c'est la raison pour laquelle la flux sanguin n'est pas perturbée. On a coupé de façon très précise. Si on satisfait aussi ce critère ici de précision, on a la précision, on a la vitesse, principe de causalité, aussi principe de déterminisme, les mêmes causes doivent donner lieu aux mêmes effets. On a les causes, ça ne doit donner lieu aux mêmes effets. L'effet principal qu'on a mis en évidence, vraisemblablement la personne est toujours consciente. Et donc, on présuppose que l'hypothèse de la tête coupée, c'est de dire que la personne est consciente.
La personne est consciente. La personne est consciente après même la section verticale. Pourquoi? Parce que le cerveau est intact. Ici, le cerveau est intact. Le cerveau est intact. On a une précision cellulaire, moléculaire, qui supposerait que tous les mécanismes normaux du cerveau sont toujours actifs. Même après le découpage. Pendant peut-être, par exemple, Une durée de combien de temps? L'hypothèse, c'est l'hypothèse, parce que ça, mais l'hypothèse, c'est environ 15 secondes aussi. Les mêmes causes exactement doivent donner lieu aux mêmes effets. N'est-ce pas le principe de causalité? Donc voilà l'hypothèse de la tête coupée, c'est le premier élément de la théorie. Maintenant, cette hypothèse-là, on va en tirer les conséquences. On va en tirer les conséquences. La conséquence directe, c'est le panpsychisme. Le panpsychisme. Panpsychisme. Pourquoi? Parce que, en fait, la coupe, c'est qu'on a une coupe fois 1. On a une coupe fois 1. Exemple, ici, on a un exemple tangible, conceptuellement tangible, physiquement tangible, moléculairement imaginable. On a des références réelles, anecdotales. Ça, c'est vraiment pas. C'est compatible avec la science. On a une coupe verticale. Coupe verticale. Alors, première preuve vivante, c'est coupe verticale. Coupe verticale fois 1. Ok, maintenant, on peut avoir la coupe fois 2. Raisonnement asymptotique, raisonnement asymptotique. Raisonnement asymptotique. Vertical. Fois 2. N'est-ce pas? Par exemple, ce cerveau-là, il est intact. On présuppose la précision et on présuppose aussi la vitesse de la coupe. Alors ici, si on a une deuxième coupe ici, avec une vitesse comparable, instantanée quasiment, par un mécanisme très sophistiqué, on peut avoir un cerveau en 4. Donc du coup, on a un cerveau ici, une partie du cerveau ici, une partie du cerveau ici, une partie du cerveau ici. Ça, c'est le résultat de la coupe x2, n'est-ce pas? Instantané, Vitesse, donc, c'est-à-dire quasi instantané. Instantané, qui présupposerait que la vitesse et la précision donnent lieu à une conservation de la cellule cellulaire et moléculaire qui permet toujours que les mécanismes se passent de façon usuelle. Mais raisonnement asymptotique, voilà. Coupe fois infini. Mais l'infini n'est pas possible dans cet univers, n'est-ce pas? Le concept de l'univers est fini. Bien sûr. Ce qui supposerait que la fin du raisonnement asymptotique, le nombre de coupes, est-ce qu'il y a 4, est-ce qu'il y en a 6, il y en a 7, il y en a 8, il y en a 10, il y en a 100, le découpage instantané du cerveau au niveau moléculaire précis. La limite, on ne peut pas atteindre l'infini, la limite c'est le niveau atomique. Coupe atomique ou particulière. Coupe atomique ou particulière. On a une coupe atomique ou particulière. Mais qu'est-ce qu'on a? Les mêmes causes donnent les mêmes effets. Principe de causalité. Mais ça présupposerait qu'un atome sera conscient. Une molécule, si par exemple, si dans le titre qu'on aurait coupé au niveau cellulaire, il faut admettre que pendant environ 15 secondes, les cellules seront conscientes. Mais il faut aussi admettre que si la coupe est assez précise, raisonnement asymptotique, ad absorbium, l'atome aussi serait conscient. Donc ça, c'est l'hypothèse de la tête coupée. Ça, c'est la première hypothèse. L'hypothèse
mène au panpsychisme directement. La deuxième hypothèse, le deuxième élément de cette démonstration, c'est c'est quand même assez bizarre, mais c'est pour la science. Du coup, ça c'est peut-être la deuxième postulat qu'on va mettre, c'est la quantification. La quantification. La quantification de la conscience. La quantification de la conscience. La quantification de la conscience, ça c'est quelque chose de connu. Ça ce fut mon invention ou mon imagination. Mon expérience de pensée. Mais ça, la quantification de la conscience, ça, il y a des théories panpsychisme dans les écoles, les traditions philosophiques de Cambridge, de Oxford, où on parle de le quanta de la conscience. Le quanta de la conscience, on appelle qualia. La quantification de la conscience. Et ça présupposerait que, en fait, si, quand on dit que tout serait conscient, il y a des aspects fondamentaux qu'on ne pourrait plus, atomiques, atomos, on ne peut plus séparer de la conscience. Donc on a affaire à un quanta de la conscience qu'on appellerait quantification de la conscience. Et ensuite, donc de l'hypothèse de la conscience, on a le panpsychisme, on a aussi la divisibilité, le principe de divisibilité, de la conscience, qui présupposerait qu'en fait, la conscience peut se décomposer en d'autres parties plus fondamentalement conscientes, mais tout aussi conscientes. Mais donc, ça suppose aussi l'inverse. Additivité. On a le principe d'additivité. Et donc, on est en train d'approcher une algèbre de la conscience. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment, en gros, c'est ça. Quel autre principe est-ce que je pourrais mettre en évidence Non, c'est très bon, c'est très bien. Tu as pour aujourd'hui ça. D'accord. Tu vois. Un tout dernier, vraiment très heuristique, vraiment, c'est une hypothèse, c'est que par exemple la conscience serait proportionnelle à l'énergie. Ça proportionnelle à l'énergie. Donc ça rejoint un peu l'analogie avec par exemple la thermodynamique. D'après laquelle la structure de la matière, les propriétés macroscopiques et phénoménologiques de la matière seraient directement proportionnelles à l'énergie. Donc ça je ne sais pas comment appeler ce postulat-là, mais c'est tout à fait raisonnable. C'est par exemple le cas dans les expériences des hallucinogènes, notamment les hallucinogènes dissociatifs, comme la salvia divinorum. La salvia, c'est une plante amérindienne, naturelle, qui permettrait d'avoir d'autres niveaux de conscience, qui donne des effets hallucinogéniques, des expériences de dilatation du temps, de précision augmentée, de réalité augmentée. L'ayahuasca, le DMT, l'ibogaïne, c'est des effets assez similaires. On a une augmentation de la qualité des perceptions de la conscience, mais qui ont des corrélats et des causes énergétiques, chimiques, énergétiques, etc. Donc la conscience sera proportionnelle quelque part à l'énergie. Donc ça fait 5 principes pour une théorie mathématique de la conscience. En tout cas, c'est pour aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette bonne présentation par le professeur agrégé en physique théorique, M. Charles Bauma. Pas agrégé, dont on a eu l'honneur d'écouter la démonstration de sa théorie et celle de ses maîtres, ses prédécesseurs, Max Planck. Merci et à très bientôt.